mais vaciller la tête, mais bon, on est là pour parler de Fairy Tail. Bref, du coup, le chapitre de Fairy Tail était un chapitre, donc, le dernier chapitre de transition avant la bataille finale, comme l'indique en plus le titre du chapitre suivant. Bref, du coup, on va avoir un chapitre ici qui nous présente évidemment des personnages, en gros, beaucoup d'antagonistes, donc, qui seront des adversaires de taille dans l'arc qui va arriver. Bref. Et il est surtout aussi là pour faire le point un peu sur la situation. Mais bon, voilà, encore une fois, je vais mettre un terme à une discussion, c'est concernant les membres lambda de Fairy Tail. J'en ai parlé très souvent, j'en ai même parlé dans l'animé et tout. Mais là, putain, quand tu vois les personnages là faire genre, ouais, on est déjà amis avec Natsu, alors putain, je suis pratiquement sûr que Natsu, il connaît limite même pas leur nom, quoi. Je veux dire, je trouve ça con. Bref, du coup, pour en revenir à ce que je disais, donc ce chapitre nous présente chacun des membres des Spriggan 12. Enfin, des 12 Spriggan, si vous voulez. Bon, on les voit pas tous, évidemment, mais on apprend à voir l'identité, les pouvoirs, un peu, enfin, vite fait, de moins la moitié, quoi. Bref. Donc Lucie demande de manière intéressée à Makarov en fait de présenter parce qu'il veut évidemment savoir qui vont combattre Makarov, bien qu'il est resté là un an, on ne les a pas tous vus. Donc voilà. Bref, en tout cas on commence dans le château de Zeref. D'ailleurs en regardant un peu l'architecture encore des bâtiments de la cité là, du continent de l'Ouest, à un moment donné je me suis rappelé, c'est vrai, dans la figure prophétique là où on voyait une sorte de gars affronter Aknologa là sur une peinture. Et je me suis dit à un moment donné que putain en fait les bâtiments derrière ressemblent beaucoup, mais beaucoup à Alvarez. Et je me suis dit putain c'est pas une coïncidence. À mon avis la bataille finale va se dérouler là-bas en plein centre-ville si vous voulez. Ça pourrait être même très intéressant. Mais bon, on verra comment les choses se passent. C'est peut-être une coïncidence aussi. Bref. Donc du coup, on commence avec Brandish, donc qui est en train de discuter avec Holo là, qu'on pensait mort, mais en réalité, en fait, Brandish l'avait juste réduit à un état tout petit, à tel point microscopique, j'imagine. Et là, elle a fait juste un peu grandir pour que celui-ci arrive donc à mettre du vernis sur ses ongles, voilà, ses ongles de pied. Bon. C'est tout, voilà. Bon, en gros, la meuf, c'est une grosse glandue, elle va rien faire, même s'il a un pouvoir qui déjà dépasse l'imagination, et ça. Donc après, entre justement Di Maria, bon, alors là, justement, de la manière dont elle se parle, donc Randy et Marie, on comprend aussi que Brandish et Di Maria, ce sont évidemment des surnoms, leur vrai prénom et nom, c'est autre chose. Donc peu importe, on va quand même les appeler Brandish et Di Maria, peu importe. Donc Di Maria entre, et un truc à dire sur Di Maria, c'est que certains m'avaient dit, tu trouves pas que Di Maria ressemble un peu à Lucie? Parce que c'est vrai que Di Maria, elle est blonde, elle est blonde avec les yeux bruns, en plus, de la même couleur que celui-ci et tout. Certains m'avaient dit, putain, tu penses pas que peut-être Di Maria, c'est Leila Ertfilia et tout? Je veux dire, je comprends qu'il y a certains qui pensent qu'il y a un gros mystère derrière Leila Ertfilia, mais vraiment, et je suis sûr qu'effectivement il y a bien plus à dire sur elle, parce que la meuf elle est au courant de la magie première et tout, je veux dire, de la proto-magie, donc c'est un peu normal. Mais de là carrément à dire qu'en fait elle est encore en vie et qu'elle bosse pour Zeref, ouais, faut quand même pas déconner, je veux dire, c'est de la merde, je veux dire, chaque fois qu'il y a une tombe dans Fairy Tail, en fait la tombe est vide, le vrai corps il est autre part. Non quand même, je veux dire, Leila, je suis sûr qu'elle est dans sa tombe, elle est dans son cercueil, enterrée là à côté de son mari, là actuellement, donc voilà. Donc je pense qu'elle est vraiment morte. Si elle a accompli des trucs, c'est avant, et on aura, j'imagine, des infos là-dessus, peut-être données par Zeref, voire Macnologia, les savoir, j'en sais rien, mais on en apprendra plus donc là-dessus par la suite. Bref. Donc du coup c'est un petit blabla entre les deux, c'était surtout là je pense pour un peu voir les relations entre certains des 12 boucliers, parce que bon c'est vrai que on avait vu les relations qu'il y avait par exemple entre ceux de Ration Zeiss. Au niveau de Tartaros on n'avait pas vraiment vu les persos, les membres du Kukimon interagir entre eux, donc c'est vrai que déjà pour un groupe qui est composé de 12 personnes, je veux dire c'est vrai qu'il faudrait quand même voir un peu d'interaction entre les deux, ça les rend d'autant plus charismatiques justement et bien plus sympathiques, et comme ça on apprend à mieux les connaître. Bref, donc tous les boucliers ont été donc invoqués par Zeref pour une réunion donc qui vise à leur expliquer voilà, on va envahir le continent d'Ishgar et voilà, et je veux éradiquer toute l'humanité. Bref, Zeref expose son plan qui est de tout buter. Et là donc Makarov en même temps en profite donc pour parler de chacun d'entre eux. Bon alors on commence déjà par celui qu'on connaît déjà, il y avait Agile, bon voilà, le mage de sable, bon voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite on avait donc Brandish, avec son surnom d'ailleurs qu'on apprend, qui est donc de Nation Demolisher. Oh putain, le démolisseur de nations quoi. Wow, c'est pas un super surnom ça? Bon bref, la meuf elle démolit des nations, parce que bon apparemment selon sa magie, elle pourrait faire disparaître un pays comme ça. Bon, je veux dire, faut pas trop exagérer, je veux dire, c'est vrai qu'elle a une magie, elle peut changer la masse des choses et tout, mais bon, c'est vrai qu'elle a aussi fait disparaître une île comme ça. Mais faire carrément disparaître un pays, il faut quand même pas déconner quoi. Enfin, si? Non, ouais, quand même pas. Enfin bref, ce serait vraiment abusé. Bref, du coup, Zeref la présente, voilà. Brandy, bref. Ensuite, on passe à Di Maria, qui est donc la princesse de la guerre, qui explique comme quoi, voilà, elle a participé à de nombreuses batailles, et Erza sous-entend comme quoi c'est pas vraiment une mage, en fait, c'est juste une guerrière, un peu comme était Kagura. Et là, je me dis un truc, c'est qu'au fur et à mesure que Zeref présente ses persos, on voit la réaction d'autres personnages de Fairy Tail, genre quand il présente aussi Imbel, le général de l'hiver, on a donc comme quoi Grey réagit au fait que Makarov dise que c'est un mage de glace. Donc clairement, Imbel est le futur adversaire de Grey. Et ça me saoule un peu parce que je veux dire, Grey, merde, on fait toujours affronter d'autres matchs de glace. Je veux dire, c'est bien, j'ai compris que Grey c'est le futur adversaire peut-être de End quand il ressuscitera et tout, et parce que justement, on veut que ce soit le meilleur match de glace possible, parce que voilà, la glace et le feu, ça nique le feu, bon bref. Donc forcément, mais il y a d'autres moyens de faire ça, merde quoi. Enfin, c'est pas forcément en améliorant sa magie de glace qui va devenir un meilleur match de glace quoi. Bon, c'est vrai que si d'un côté, oui, mais je veux dire, il y a d'autres trucs à améliorer aussi chez Grey, je veux dire, sa vitesse, sa force physique, j'en sais rien, peu importe, bref.
Que Imbel affronte Grey, pourquoi pas, mais je veux dire, quelle nouveauté on pourrait apporter à un match de glace. Je veux dire, Grey il a affronté même Ultia qui maîtrisait une magie tout aussi puissante, voire plus forte que Wool au niveau glace, il a affronté un Demon Slayer, son père. Tout ce qui nous reste éventuellement, c'est Lyon, il a affronté Lyon, c'est vrai, son disciple, mais tout ce qui reste maintenant c'est éventuellement un God Slayer de glace. Mais bon, après un God Slayer de glace, je veux dire, il y a déjà eu un combat contre un Slayer, Grey contre le Slayer, son père, donc, et avoir un autre Slayer après, ça sera assez relou, je veux dire, ce serait limite un combat doublon par rapport à celui qu'il a eu contre son père. Mais maintenant, c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà, Grey actuellement c'est un Demon Slayer. Quel genre de combat un Demon Slayer pourrait-il avoir avec un God Slayer? On sait qu'un God Slayer ça bouffe les flammes d'un Dragon Slayer, enfin les flammes, enfin les attaques d'un Dragon Slayer, mais l'inverse n'est pas possible. Sauf évidemment si on a recours à l'astuce qu'a utilisé Natsu, bref. Mais, qu'est-ce qu'un Demon Slayer peut faire par rapport à la magie d'un God Slayer? Donc voir de la glace de couleur noire, pourquoi pas, ça peut être joli à voir, bref. Mais j'espère que c'est pas un God Slayer, j'espère que c'est un truc un peu plus élaboré quand même. Mais logiquement on se dirige vers quand même le God Slayer. Mais bon, on verra. Bref, donc après on a... enfin un petit coup d'œil sur ce God Serena qui avec ce chapitre confirme une chose, ce God Serena n'est donc pas Yuri. Parce que c'est vrai que quand on l'a vu la première fois il avait une coupe qui ressemblait à Yuri, mais en fait quand on regarde bien ici dans ce chapitre aussi, putain c'est pas la même chose. Et en plus évidemment au niveau de la gueule c'est pas la même chose non plus. Au niveau du caractère, bon ça pourrait, mais au final je pense pas que ce soit le cas. Donc non, clairement God Serena je pense pas que ce soit vraiment Yuri, surtout que justement Makarov réagit comme quoi limite il le connaît, c'est obligé qu'il a déjà rencontré, donc clairement God Serena n'est pas Yuri. Voilà, et je pense que l'éditeur lui a clairement dit putain il faut que tu présentes bien God Serena parce que là on a plein de gens qui disent est-ce que Yuri c'est God Serena, machin, voilà, tu l'as déjà confirmé dans Fairy Tail 0, tu le reconfirmes à travers un flashback qui est là, et bah tu vas le reconfirmer à travers ce chapitre-ci encore une fois. Je pense que l'éditeur et Mashima est son éditeur, donc se sont dit putain il y a des retours comme ça, j'ai pas envie qu'ils pensent que c'est Yuri encore une fois. Donc voilà, bam, on va mettre les points sur les i, et avec ce chapitre-ci donc Yuri n'est définitivement pas God Serena. Ou alors putain Mashima nous a vraiment mindfuck et on va nous faire une révélation de ouf. Mais il faudrait vraiment bien expliquer ça pour expliquer que Makarov ne connaisse pas son père. Enfin je sais que son père est mort très jeune, quand Makarov était très très jeune. Mais je veux dire, Makarov a déjà rencontré certainement plus d'une fois God Serena, donc clairement il aurait pu comprendre à un moment donné que bah, son père c'est Yuri et c'est ça quoi. Oh merde. Bref. Du coup God Serena qu'on voit ici agir de manière assez... c'est théâtral comme ça, genre quand Zerf lui dit est-ce que ça t'a fait de la peine de brûler ta propre maison quand t'as trahi ton pays machin, et God Serena il fait bien sûr que non. Bref, du coup le mec il est assez rigolo et je sais pas pourquoi mais je m'attendais à ça. C'est toujours le contraste du gars super puissant qui en réalité est un rigolo quoi. C'est vraiment le contraste qu'il y a très souvent dans les shonen, je veux dire c'est comme Tortue Géniale, enfin les vieux maîtres dans les shonen qui a l'air d'être un rigolo, un couillon mais qui s'avère être super fort en fait. Donc voilà, donc ici on a ça avec God Serena. On ne sait exactement pas vraiment quelle magie il utilise jusqu'ici, donc voilà, bon, on va passer là-dessus. Bref, après, on a un petit tour aussi sur, bon, une petite discussion entre encore une fois Di Maria et Branich, comme quoi, voilà, les deux s'aiment pas trop. Je vois pas le but de cette discussion, si ce n'est comme encore une fois de montrer quelle relation il y a entre eux. Mais bon, voilà, on va pas commencer à casser les couilles. Bref, il y en a un autre qui s'appelle Nine Heart qu'on n'a pas vu, mais qui traîne dans le château. On voit juste son apparence, on a vite fait dans l'ombre, qui est assez musclé, pas mal comme ça. Donc j'imagine que le mec est assez charismatique, mais on va pas le voir tout de suite. Il y en avait un autre qui s'appelle Badman, oui, Badman, avec un double D, un double N, qui, voilà, on sait pas quelle est sa magie. Il a une apparence plutôt grotesque qui lui vaudrait une place chez les Kukimon. Bref, il y en a d'autres évidemment. Il y avait Bloodman, voilà, Bloodman, un homme sans Bloodman, bon bref, est-ce que sa magie est liée au sang? Pourquoi pas, je sais pas, ça pourrait être sympathique aussi, de toute façon il y a plein de mages liés au truc de sang, pourquoi pas, ça peut être très cool, bref, on verra. Du coup, on ne connaît pas encore les trois autres qui restent, parce qu'on en a vu 9 avec ce chapitre-ci, mais on ne connaît pas les autres, bref. Bon, je n'ai pas parlé d'Orghast, c'est vrai, mais Orghast... Non, je déconne. Orghast, c'est en gros, enfin Orghast ou Auguste, voilà, ça dépend des traductions, on va l'appeler Auguste. Ce mec-là, évidemment, c'est un vieux. Et les vieux dans Fairy Tail, c'est souvent les maîtres de connaissances, ils sont toujours très puissants. Regardez pour Rito, par exemple, Makarov, voilà, ils sont vieux, mais ils sont très puissants. Et heureusement, on ne les sous-estime pas. Et Orghast, on apprend une chose, enfin Auguste, pardon, on apprend une chose, c'est que ce mec, apparemment, il maîtrise tous les éléments. Limite, il maîtrise tous les éléments, même les anciens ou quoi. Et même quand on compare à Zeref, il a limite plus de connaissances dans la maîtrise de tous ces éléments que Zeref. Bon, ça veut pas dire qu'il est plus fort que Zeref. Ça veut surtout dire qu'il a plus de connaissances au niveau magie, voilà. Parce que je veux dire, Zeref, il en a rien à foutre, il est immortel, le mec, il a une malédiction qui tue les gens autour de lui, limite, il est pas obligé de connaître tous les éléments, toutes les magies offensives. Vous comprenez? Donc, il faut pas dire que Auguste est plus fort que lui, hein, donc voilà. Et du coup, tout le monde est en train de se dire, putain, il est fort. Bon, en même temps, je rappelle encore une chose, c'est que ce mec, Auguste, est censé être le roi de la sorcellerie. Hein. Donc, je veux dire, dans un manga où il y a plein de mages, avoir un surnom roi de la sorcellerie, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Le roi de la sorcellerie. On est dans un manga de mages, donc clairement, si t'es le roi de la sorcellerie, logiquement, pardon,
t'es le plus fort au niveau magie, donc tu maîtrises tous les trucs. Bref, un truc logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici, c'est que déjà Imbel va se frotter à Grey, que Agile, vu la réaction Natsu, va se frotter à Natsu, que Di Maria va se frotter à Erza, en plus ça fera un combat qui se rapprochera éventuellement du Kagura Erza, ce qui peut être sympathique. Brandish, on sait pas trop, bon, peut-être Lucie, allez savoir, voire même Wendy, je sais pas. Mais d'un autre côté, je me dis un truc, c'est que Di Maria, quand on l'a rencontré, elle parlait beaucoup de fois de vent. Le vent noir, du vent, une brise, je sais pas quoi. Et en plus, on voit sur son bras qu'il y a un petit truc qui ressemble à une aile. Donc, si éventuellement un combat avec l'élément du vent, d'une manière ou d'une autre, son adversaire sera donc clairement Wendy. Parce que bon, voilà, on va suivre cette logique, glace contre glace, vent contre vent. Bref. Pour les autres, je sais pas. Parce que bon, on va rappeler un peu vite fait les forces qu'il y a dans Fairy Tail. Outre les personnages Natsu, Grey, Wendy, Erza et Lucie, qu'est-ce qu'on a d'autre de puissant dans Fairy Tail? On a Gaji qui doit encore combattre, Laxus qui a fait des progrès, Miragen qui a des progrès. Voilà. Il reste encore, évidemment, Gildarts, et Gildarts, je suis pratiquement sûr qu'il va combattre, God Serena, parce que voilà, le mage le plus puissant de Fairy Tail contre l'ancien mage le plus puissant du continent, pourquoi pas? Donc voilà, ça fait 9. Il reste encore Jelal, voilà, parce que techniquement il a l'âme de la guilde, et donc il va combattre un peu sous les bannières de la guilde, même s'il fait partie de Crimson Star. Ça fait 10. Il reste donc 2 adversaires à combattre encore parmi les 12 boucliers, et quelque chose me dit qu'on va voir donc les mages saints s'unir peut-être contre Auguste, ce serait sympathique à voir, le roi de la sorcellerie, contre tous les anciens membres les anciens rois d'Ishgal. Enfin, peut-être avec Jura et Makarov, vu que God Serena n'est pas présent. Ce qui fera un combat de... de 3, peut-être pas avec Warod Siken, ça va, mais bon, je sais pas. En tout cas, un combat des anciens rois d'Ishgal avec Makarov en plus, et peut-être Jura, contre Orgast, et ça me rappellera beaucoup un Madara contre les 5 Kage, et c'était un combat assez cool au début. Et pourquoi pas ça, un combat de 5 contre 1, tellement Orgast il est puissant, forcément il faut tous les mages les plus puissants. Voilà, pourquoi pas, ça serait très cool. Et il en reste un seul. Et le dernier, je sais pas trop à qui on va l'attribuer, on verra bien. De toute façon, il y a d'autres membres dans la guilde, des guildes alliées qui peuvent de toute façon agir et combattre. Bon, voilà. Du coup, je me dis une chose, c'est que de toute façon, on verra comment les choses se présentent, c'est pas obligé que ce soit un vs1, parce que le Mashima a déjà fait du combat 2, voire 3 vs1 et tout, et c'était toujours très sympathique à voir. Donc j'attends de voir ce qu'il va nous réserver ici. Bref, on n'a pas encore vu évidemment les autres membres, les 3 derniers membres des 12 boucliers, mais Zeref avait dit avant que dans les attaques dans les anciennes attaques d'Alvarez contre Ishgar, c'était pas forcément lui qui avait lancé les attaques, c'était en fait certains membres des 12 boucliers qui étaient un peu incontrôlables, que lui-même contrôlait pas totalement, dans le sens, il donne un ordre, ils viennent pas, genre clairement là ils ont une réunion, il y en avait 5 qui étaient pas là, enfin il y en avait un qui était dans le bâtiment, mais il y en avait 4 qui étaient en tout cas pas venus délibérément et qui n'avaient pas obéi à Zeref, le dieu, le mage noir le plus puissant. Bref, donc du coup c'est dire leur caractère et leur confiance qu'ils ont à leur pouvoir. Parce que même par exemple Achille, le mec il se dit putain mais pourquoi t'as besoin de tous les boucliers, il y a moi, pourquoi tu m'en vas pas moi? Je veux dire on va combattre un continent où God Serena c'est soi-disant le plus puissant, donc bordel de merde, même moi ça suffit. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez clair qui est dit là, parce que c'est vrai que ils ont tous au moins le niveau de God Serena. God Serena c'est le mage le plus puissant de ce continent là. Il y en a 12 là, waouh, il y en a 12. Il y en a 12, donc clairement, je veux dire, c'est un peu normal qu'il se la joue un peu, c'est un peu limite logique. Mais ça veut dire aussi une chose, c'est que clairement, God Serena n'est pas évidemment le plus puissant des 12 boucliers, c'est clair, bref. Bon, après évidemment ce petit tour de table, évidemment la Fairy Tail et les autres membres de la guilde de Lambda qui sont là, ouais on va venir avec sont prêts donc à combattre, et là on est chaud, on va défendre la guilde avec le lien de notre amour et l'amitié, blablabla. Et après t'as vite fait évidemment à la fin du chapitre, Acnologia qui est toujours au même endroit que la fois dernière, on l'a vu, bref le mec il a vraiment de la patience. Et évidemment son petit bras qui a été arraché par Igni lui manque, mais apparemment selon lui il va tout récupérer dans le prochain festival du dragon. Parce que je rappelle une chose, en fait je pense qu'à voir plus ou moins les choses claires de ce côté là, en fait le futur festival du roi des dragons appelé également Ragnarok Alvarez, c'est un festival, un combat entre la faction de Zeref et la faction de Mavis. Et le gagnant combattra Acnologia. C'est plus ou moins ça le truc qui va se passer. Donc clairement, la faction de Mavis va gagner, et dans la faction de Mavis, t'as un contre un prétendant pour le poste de roi des dragons, Natsu. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, ah oui c'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié un petit détail qui était éventuellement important, c'est que Natsu a parlé un peu du pouvoir qui était sous son bandage, hein, les gens me prenaient pour un fou, mais non, Gonzalo il parle de son bras, voilà, il montre juste son bras, c'est un hasard. Non, je veux dire là il le fait encore, c'est clairement pas un hasard. Donc son bandage cache donc ce pouvoir secret, cette technique secrète qui peut visiblement être utilisée qu'une seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah clairement que cette technique a un prix à payer à Natsu. C'est pas une question genre j'utilise une technique, ça existe plus, et voilà, je vais bien. Bon, ça s'est déjà produit, genre le Fairy Glitter et Canal avait une marque, et quand on utilisait le sort, ça a disparu. Mais ça voudrait suggérer une chose, c'est que Natsu a reçu un pouvoir, et n'en a pas créé un. S'il en avait créé un, c'est que c'est un pouvoir tellement dangereux que ça lui fait du mal. Si c'est un pouvoir qu'il avait reçu, et qui peut être utilisé qu'une seule fois, bah c'est un pouvoir genre temporaire, donc il utilise, et voilà, ça disparaît, et fin de l'histoire. Mais à mon avis, c'est une technique tellement, je veux dire, tellement mortelle, je veux dire que lui-même, ça risque limite de lui arracher le bras, ou un truc comme ça, et que c'est pour ça qu'il peut l'utiliser qu'une seule fois. Et en même temps, ça expliquerait peut-être les bandages, genre il a par le passé, il a, je sais pas... il avait essayé de créer cette technique ultra puissante, mais dans le processus donc de création de la technique, il s'est blessé, et donc du coup il a mis un bandage pour cacher le truc. Bon, voilà, donc il a mis un bandage pour cacher une blessure,
Et pas forcément une marque, parce que si c'était une bonne marque, putain, mais il aurait pas caché, il n'y a aucune logique à ça. Quand quelqu'un met un bandage sur quelque chose, c'est pour le cacher, ou alors parce que justement c'est une blessure et il veut le cacher. Bon voilà, c'est normal, c'est une blessure, donc voilà. Et c'est possible que ce soit ça. Parce que certains avaient dit ouais voilà mais c'est le début de la dragonisation et tout, mais bon bordel, logiquement ça peut pas être la dragonisation parce que Igni était en Natsu pour empêcher justement ce truc là. Ça rendrait totalement inutile toutes ces années de sacrifice. Bon, maintenant c'est vrai, il y a le futur film, le deuxième film de Fairy Tail qui va sortir, on voit Natsu être en mode dragon et tout. Mais bon, faut savoir que cette transformation ne commence déjà même pas avec le bras, avec le bandage, ça commence de l'autre côté du corps. Donc c'est peut-être pas du tout lié à ce truc-là. Et en plus de ça, vous savez, les teasers de films genre Natsu qui te devient un dragon ou ainsi de suite, je veux dire, c'est des teasers qui sont faits exprès pour qu'on ait envie de voir le film. Je veux dire, le teaser du premier film de Naruto Shippuden, c'est Naruto qui mourait. Et il est clairement pas mort. Je veux dire, à chaque fois que je vois des teasers comme ça, d'un truc ou quoi, je me dis qu'au final, dans le film, ce sera pas exactement la même chose. Donc, faut quand même pas exagérer. Bon. Du coup, le chapitre se termine là-dessus. Et évidemment, Happy d'ailleurs est au courant du truc. Donc, si c'était vraiment un truc genre grave, dragon, je sais pas, où il se transforme en démon, je veux dire, ils auraient pas un sourire. C'est clairement donc une technique que Natsu a appris à créer lui-même et qui est tellement puissante que ça risquerait donc de lui faire du mal. C'est pour ça qu'il peut l'utiliser qu'une seule fois. Donc, genre, ça va le tuer s'il l'utilise. Et clairement d'ailleurs aussi, il a dit que c'était une technique destinée à Zeref. Donc, pour tuer un être immortel. Donc clairement c'est pas un truc de merde quoi. C'est clairement un truc qui est censé carrément effacer de l'existence un être immortel, vraiment jusqu'à la dernière trace, donc un truc qui peut purifier tout. Purifie un être humain, je sais pas, un truc à la Memento Mori de Margui. Parce qu'en plus le mec, je sais pas s'il le sait, mais Natsu doit aussi combattre Aknologia derrière, donc le mec il est pas con non plus, il faut quand même qu'il pense un peu au futur. Bon bref. Du coup comme j'ai dit, le chapitre se termine là-dessus, donc on a fait un peu le tour sur les 12 boucliers, un peu le tour sur les forces aussi de Fairy Tail. Chapitre de transition comme j'ai dit qui est le dernier, donc chapitre de transition avant le début de cet arc-ci qui représente donc la bataille finale, parce que voilà, tous les antagonistes principaux de Fairy Tail sont réunis, on a Aknologia, on a Zeref. Vous allez me dire encore aussi, oui mais attends, le god Ankh-Seram et tout, voilà, on commence à entendre parler de lui de plus en plus, et tout ce dieu là et tout. Voilà, c'est peut-être lui le boss final, le gars qui représente carrément la mort. Ce qui pourrait être symbolique, mais je pense que si effectivement Ankh-Seram serait un adversaire, ce serait plus un adversaire symbolique, genre t'as Zeref ou je sais pas quoi qui va sacrifier après un discours la morale finale de Fairy Tail sur l'amour, la famille, l'amitié, tout ce que vous voulez, et qui va battre, ou peut-être repousser, le dieu Ankh-Seram, pour finir au final le manga de Fairy Tail. Pourquoi pas avec une, je sais pas, la mort de Zeref et de Natsu en même temps, je sais pas du tout. Bref, donc du coup sur ce, je vous laisse les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre donc de Fairy Tail. Qui va nous mettre dans l'ambiance dans le combat final, parce que je veux dire ces temps-ci les chapitres de Fairy Tail étaient quand même assez excellents, faut le dire. Déjà les flashbacks étaient plutôt sympathiques sans être trop chiants ni redondants, on apprend des choses, on progresse, et puis là on fait encore un peu le tour d'antagonistes qui en plus de ça je trouve sont bien plus charismatiques que certains membres du Tartaros. Je veux dire chez Tartaros il y avait juste celle-là vite fait et Silver que je kiffais bien parce que justement c'était ce qui se rapprochait plus d'un humain démon comme ça, et je trouvais ça cool parce que l'apparence des vrais monstres j'aimais pas trop. C'est un truc d'ailleurs comme dans Bleach, j'aimais pas trop, c'est les combats avec les Arrancars transformés. Je veux dire ils ressemblaient plus à rien quand ils étaient transformés, alors qu'en forme genre limite proche de l'humain c'était encore stylé, et là ça va, c'est des humains, donc c'est cool, je les trouve bien plus cool comme ça. Bref, on verra bien ce qui se passera par la suite. Sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Ziou.